Bonjour à tous. Donc je vais vous entretenir pendant 40 à 45 minutes du sujet. Mais auparavant, comme on me l'a demandé, de décrire un peu mon parcours, sans remonter très loin et sans être très détaillé, mais de vous parler de ce qui a marqué mes étapes dans la vie scientifique. Alors, tout d'abord, jeune adolescent, je me suis beaucoup intéressé à la physique, à la chimie, et je faisais l'apprenti spécialiste de construction de fusées, et la plupart des fusées que j'ai construites en travaillant à la fois sur le carburant et sur l'engin lui-même n'ont pas décollé. Certaines ont fait beaucoup de bruit qui ont énervé les voisins. Il y en a même une qui avait décollé, mais qui est passée par la porte de la véranda de la voisine. Et ceci, bien sûr, n'a pas plu ni aux voisins ni à mes parents qui m'ont acheté un microscope. Et certainement, cette évolution a fait que, sans abandonner l'intérêt que j'avais pour la chimie et la physique ou la physico-chimie, ceci a influencé mon intérêt pour la biologie cellulaire, parce que dans un microscope, on regarde l'infiniment petit. Pas si infini que cela, parce qu'avec un microscope simple, on voit les cellules et on voit ce qui se passe un peu dans les cellules. Voilà. Alors ensuite, je vais faire un grand saut. En 1976, j'étais à Marseille et j'ai eu, donc on m'a admis comme docteur d'État, sciences physiques, et mes travaux à Marseille s'étaient déroulés dans un laboratoire de chimie des protéines, d'enzymologie, et j'ai beaucoup travaillé à cette époque-là sur les membranes biologiques, les protéines membranaires, et c'était un moment où ce monde des membranes biologiques évoluait beaucoup, et j'ai souhaité faire un stage postdoctoral après ma thèse dans un laboratoire fameux dans l'étude des membranes biologiques, et je suis parti à San Diego, à l'Université de Californie, San Diego, dans le laboratoire de John Singer, où j'ai séjourné pendant un peu 2 ans, période pendant laquelle je suis réellement devenu ce que je suis encore, un biologiste cellulaire. De là, par un concours de circonstances, j'ai été recruté comme chef de groupe dans le nouveau laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg, où je suis resté un peu plus de 4 ans. Et la visite fortuite, une visite de François Jacob a eu une importance considérable dans l'évolution de mes activités de recherche, puisque j'ai rejoint, après 4 ans passés au laboratoire européen, l'Institut Pasteur. À l'époque, François Gros était le directeur général, puis Raymond Donder, puis Maxime Schartz, que j'ai bien connu à cette époque. J'y suis resté une quinzaine d'années avec mon équipe, avec laquelle j'ai continué à travailler en biologie cellulaire, sur le trafic membranaire, c'est-à-dire l'étude des membranes et des échanges inter- et intracellulaires. Et j'ai accédé, je dirais, à la proposition que me faisait Constant Burg, président de l'Institut Curie à l'époque, avec l'ambition et la mission de construire de novo, à l'Institut Curie, un nouveau bâtiment de biologie cellulaire, non pas de le construire physiquement, puisqu'en fait il s'est développé dans l'immeuble que vous voyez sur cette diapositive, qui fut le premier hôpital de l'Institut Curie créé à l'époque de Marie Curie. Et mes travaux se sont orientés à cette époque-là sur
un sujet qui m'intéressait depuis de nombreuses années, les cancers colorectaux, les tumeurs de l'intestin, tout en restant un biologiste cellulaire fondamental et tout en accomplissant ma mission pendant 20 années successives et 4 mandats successifs d'organiser, réorganiser et développer à l'Institut Curie les interactions entre biologistes, chimistes, physiciens et cliniciens. En 2013, le temps passe, en 2013, j'ai fait valoir mes droits à la retraite ayant atteint l'âge de 65 ans. Et j'ai, à ce moment-là, pu faire ce que je n'avais pas pu faire pendant le reste de ma carrière scientifique, c'est-à-dire prendre une année sabbatique. J'ai eu la chance, à ce moment-là, d'accepter, d'avoir la proposition d'un de mes collègues, le professeur Spiro Artavanis, professeur à Harvard, et directeur scientifique de la société biotechnologie Biogène, qui m'a invité pour passer quelque temps à Boston, tant dans le département de biologie cellulaire d'Harvard que dans la société Biogène. Et c'est une période à la fois très différente de ce que j'avais vécu et aussi très différente sur les sujets scientifiques, puisque j'ai pu m'intéresser et m'initier aux maladies neurodégénératives et même travailler sur un programme d'identification de nouvelles cibles et des mécanismes qui sous-tendent la sclérose en plaques et publier ultérieurement les résultats de nos travaux. Voilà. Et je voudrais terminer ce survol de ma carrière scientifique, où maintenant j'ai le temps et plus de temps de continuer dans le domaine du conseil dans différentes sociétés privées ou instituts nationaux et internationaux au niveau des conseils scientifiques, entre autres, mais aussi de participer plus, et je m'en réjouis, à la vie scientifique, à la vie de l'Académie scientifique, de l'Académie des sciences, pardon, et puis ceci me rappelle que lors d'un de mes séjours, j'en ai fait 2 à Boston, je supervisais en tant que tuteur des doctorants en thèse ou des étudiants du niveau du master. Et le jour, lors d'une de ces réunions, je me souviens que dans ces séances, il y a un des étudiants qui était mandaté par le groupe qui me pose une question qui m'a surprise, mais qui est bien entendu une question que peuvent se poser les jeunes chercheurs. C'était, bon, comment fait-on pour devenir professeur à l'Institut Pasteur et directeur à l'Institut Curie? Alors, je leur ai répondu d'emblée que j'avais toujours eu beaucoup d'ambition pour ma recherche et de curiosité, mais que jamais je n'avais eu de plan de carrière qui, depuis mes études universitaires ou depuis ma thèse, m'aurait amené à ce poste de responsabilité et dans lequel j'ai pu continuer à chaque étape d'exercer mon métier de chercheur et la passion que j'ai pour la recherche. Et je leur ai répondu simplement en leur disant, écoutez, c'est assez simple, si vous aimez la recherche, faites-la, développez votre curiosité, votre passion, gardez l'intégrité scientifique indispensable à ce métier, et puis profitez des rencontres, des opportunités, choisissez, c'est pas toujours facile, c'est parfois même douloureux sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, mais faites des choix et tenez-vous à ces choix. Voilà, et je pense qu'au cours de ma carrière, ce que je viens de vous décrire, c'est ce qui s'est passé. Je vais vous parler donc maintenant du sujet. Je suis biologiste cellulaire, biologiste moléculaire, et je ne suis pas médecin, mais j'ai une vision par l'expérience que j'ai eue à la fois à l'Institut Curie et aussi en tant que président du conseil scientifique de l'Institut national du cancer, de ce qu'un biologiste peut retenir de cette pathologie sur laquelle on a fait beaucoup de progrès, mais il reste beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Vous voyez, voilà les statistiques françaises 2015, il y a 338 500 cas nouveaux pour cette année-là. Encore 150 500 cas, 149 500 cas, c'est-à-dire à peu près 40% de décès par cancer la même année,
Ce qui veut dire qu'on a fait d'énormes progrès, c'est incontestable. Le nombre de cancers a augmenté au fil des années, il atteint un plateau maintenant. Il correspond à un effet démographique. On vit plus longtemps, l'espérance de vie est plus longue, et de nombreux cancers surviennent, disons, après la cinquantaine, pas tous, bien sûr, mais et bien entendu, ceci reflète ce que les biologistes savent. Le cancer est une maladie du vieillissement, au sens du vieillissement cellulaire, et de la perte du contrôle de l'intégrité de notre génome. Je vais en parler dans un instant. Ceci montre aussi que s'il est incontestable que on a besoin de meilleurs dépistages et de meilleure prévention, il restera malheureusement, et ceci est lié à la nature intrinsèque de cette pathologie, il restera de nombreux malades à traiter et à soigner et à guérir, et qu'on va dans ce sens, et et qu'il est tout à fait clair que c'est la recherche sous toutes ses formes, de manière très pluridisciplinaire, je conclurai là-dessus, qui nous permettra de faire reculer cette pathologie, qui a bien reculé pour certains cancers, qui n'a pas assez reculé pour d'autres, surtout les cancers des tumeurs solides, et il reste beaucoup de travail et beaucoup de choses à comprendre. Alors, je vous parlerai de 5 sujets. D'abord, une introduction ou une sorte d'introduction de notions de biologie fondamentale, biologie cellulaire et moléculaire et de génétique sur ce qu'est une tumeur et d'où vient-elle, comment se développe-t-elle, puis des thérapies anticancéreuses ciblées, je définirai le thème, une question relativement nouvelle et peu abordée par les médias encore, contrairement au sujet précédent, les cellules souches tumorales ou les cellules à l'origine des tumeurs. L'immunothérapie, grande vague d'espoir, sur laquelle je vous dirai quelques mots, et je vous parlerai pour finir de fait, ce dont nous allons disposer pour la décennie à venir, c'est une foultitude de nouvelles approches expérimentales qui vont compléter ce dont on dispose déjà pour de meilleurs diagnostics et de meilleures approches de la bonne thérapie pour la bonne personne. Alors, ça peut paraître étrange, mais il ne fait pas doute que les cancers qui sont des pathologies qui existent depuis toujours, dirons-nous, on sait que les momies égyptiennes, on peut montrer la preuve de processus de cancérisation dans ces années reculées, de fait, l'origine cellulaire des cancers a été d'abord discutée par Rudolf Virchow, qui est le fondateur, le père de l'anatomopathologie, et qui, sur la base des observations de coupe de tissus, permettait de définir à la fois certaines pathologies, mais plus particulièrement apporter une classification des différentes formes de cancer, des tumeurs solides en particulier. C'est plus tard, au début du XXe siècle, que Théodore Boveri a fait remarquer que dans les cellules des tumeurs, il y avait de nombreuses cellules qui avaient un nombre de chromosomes anormal, et ce que l'on définit aujourd'hui par l'aneuploïdie, et qu'il a ainsi proposé une origine génétique, ou une origine, on ne connaissait pas, loin s'en faut, l'ADN encore, mais il a mis là le doigt sur quelque chose d'important qui n'a pas été accepté par ses prédécesseurs, par ses contemporains, et cependant, il avait mis le doigt sur quelque chose de juste, c'est que ces 2 divisions cellulaires anormales que résulte une rupture du contrôle de la prolifération. Il faut attendre le milieu des années 70 pour que Michael Bishops et Harold Varmus, qui travaillaient ensemble et qui ont obtenu le prix Nobel, découvrent le premier oncogène, en fait en étudiant des virus capables d'induire des tumeurs, et en montrant qu'il existait dans le génome de ces virus des gènes cellulaires modifiés qui perturbaient et qui provoquaient des perturbations dans la multiplication cellulaire et la croissance. Plus tard encore, il manquait quelque chose pour arriver à un schéma simple que je vais vous indiquer dans un instant,
il a fallu la notion qu'il y a des oncogènes qui accélèrent la croissance cellulaire et des gènes suppresseurs de tumeurs qui jouent au contraire un rôle de frein. Et on doit à Knudson en 1971, qui étudiait un cancer rare, le rétinoblastome, la démonstration qu'il existait dans un gène particulier dans cette tumeur, qu'il devait y avoir ce qu'on appelle un effet à deux coups, c'est-à-dire qu'il fallait deux incidents génétiques pour que les cellules cancéreuses prolifèrent. D'ailleurs, c'est plus tard encore que Bob Weinberg et d'autres aux États-Unis démontrent et isolent, clonent et caractérisent cette protéine qui définit le rétinoblastome. Donc, finalement, ce que je vais vous raconter en deux étapes est de connaissances relativement récentes dans la compréhension des mécanismes et de l'origine génétique démontrée que certains gènes ont ces capacités, s'ils sont mutés, de générer des tumeurs. Alors, d'une manière assez simple et très schématique, on voit que l'idée, c'est que dans une cellule normale, agissent, on a des chromosomes identiques, enfin des chromosomes fils, l'un transmis par la mère et l'autre par le père, on a des proto-oncogènes et on a également des gènes suppresseurs de tumeurs. Et ces gènes codent pour des protéines qui pour les proto-oncogènes, accélèrent la croissance, pour les gènes suppresseurs de tumeurs qui agissent comme des freins. Et c'est de ce bon équilibre, cette action rétroactive, qui permet ainsi de contrôler le rythme de prolifération dans une cellule normale en fonction des besoins. Dans une cellule tumorale, la perte d'un seul de la fonction ou une mutation sur un oncogène qui a un effet dominant engage la cellule dans un processus de prolifération cellulaire anormale. Les gènes inhibiteurs, gènes suppresseurs de tumeurs, si on a une mutation sur l'un des chromosomes, le frein fonctionne. Mais si on perd dans un deuxième événement la fonction sur le deuxième chromosome, à ce moment-là, la prolifération n'est plus contrôlée et le processus de prolifération incontrôlée démarre. On sait d'ailleurs que si on perd un gène suppresseur de tumeur sur un des chromosomes ou sur le deuxième, eh bien, le processus est engagé en vie à risque, mais néanmoins, la croissance, c'est un effet réflexe, la croissance ne se manifeste pas encore. On a un état relativement mal contrôlé, mais c'est ensuite un événement supplémentaire qui va engager le processus de cancérisation ou de progression tumorale. Et de fait, il a fallu attendre la formulation de ces idées par Bert Fogelstein dans un article célèbre de 1990 pour obtenir la démonstration qu'une tumeur agressive se développe dans un processus multi-étapes. Et je reprends ici un sujet que je connais bien, qui est la manière dont apparaissent les tumeurs colorectales, du stade de l'épithélium normal, avec la mutation sur un gène suppresseur de tumeur, qu'on appelle APC dans ce jargon, pour Adenomatous polyposis coli, de cette première étape jusqu'à la formation des métastases, eh bien, présentée ici de manière linéaire et, je dirais, collinéaire, on a d'autres effets, d'autres mutations, et en particulier la perte d'un autre gène suppresseur de tumeur, indiqué ici en rouge pour le gène P53, pour qu'un processus qui peut durer chez l'homme 10 à 20 années, voire plus, se mette en place pour avoir la formation d'une tumeur maligne, le carcinome, et des altérations successives, sur lesquelles je reviendrai, mais qui restent aujourd'hui assez hétérogènes et mal comprises pour engager la cellule dans le processus réellement agressif de formation de métastases,
c'est-à-dire de tumeurs capables de quitter le site primaire et d'aller former des foyers malins tumoraux à distance dans d'autres organes. Cette description moléculaire se superpose très bien sur les comme vous le voyez dans les diapositives du bas, qui sont les changements phénotypiques de l'histologie du tissu intestinal vers des tumeurs dans lesquelles l'organisation du tissu et les figures de prolifération s'accumulent. Alors, ce serait à la fois rassurant, mais ça n'est pas suffisant, ça serait trop simple de croire que tout est dans la séquence de l'ADN et dans les mutations des gènes comme ceux que je viens de vous indiquer. On sait, depuis maintenant presque une dizaine d'années, qu'il y a d'autres éléments qui interviennent dans le processus de cancérisation lui-même, dans la progression tumorale, ce sujet dont on parle énormément, qui est l'épigénétique, c'est-à-dire le fait que la séquence de l'ADN dans la double hélice est modifiée et modifiable par des modifications chimiques qui touchent les bases, des méthylations sur l'ADN, ou des modifications des histones, qui sont des protéines, dans lesquelles la double hélice d'ADN est empaquetée, enroulée, compactée, et que les états de modification des histones par des acétylations, comme eh bien, ont un effet sur la traductabilité, autrement dit sur l'exécution du programme du génome. Et donc il y a un autre niveau de complexité et de modification, de mutation qui interviennent indépendamment de la double hélice elle-même et qui dépendent, pour la plupart des cancers de l'adulte, de modifications supplémentaires qui interviendront dans la traductibilité du programme et qui auront un effet, en quelque sorte, sur la progression des tumeurs elles-mêmes. Geneviève Almousny, notre consoeur, vous parlera de ce sujet de façon plus détaillée et je ne m'étendrai pas sur ce sujet très important qui ajoute non pas de la simplicité, de la complexité et qui ajoute aussi des niveaux d'intervention dans les thérapies que l'on peut imaginer pour le futur. Juste un exemple qui est une métaphore, c'est dans nos cellules, on a le même ADN dans toutes les cellules, dans nos 6, 10 puissance 13 cellules qui constituent un organisme adulte, un organisme humain, eh bien, donc 60 000 milliards de cellules, 6 000 milliards de cellules, dans chaque cellule, si l'ADN est identique, eh bien, il existe, comme dans l'art de l'origami, une manière de replier, en quelque sorte, de mettre dans un espace tridimensionnel cette structure d'ADN entourée d'histones formant la chromatine, comme je l'ai montré dans le schéma précédent. Et de fait, ceci explique que dans différents tissus, des cellules issues du même génotype initial, parental, eh bien, des modifications épigénétiques qui vont modifier l'utilisation des formes et de la structure de la chromatine vont aboutir à des cellules d'identité différente. C'est ce qu'on appelle la différenciation cellulaire, auquel contribuent, bien entendu, les modifications épigénétiques qui concernent l'ADN et les histones. Alors, la cellule qui a été l'objet de mes centres d'intérêt et de compréhension, d'analyse du vivant, le niveau auquel je me suis beaucoup intéressé, est une structure représentée ici complexe, dans laquelle il y a le noyau, la membrane cellulaire bien sûr, mais un ensemble de structures à l'intérieur de la cellule. Et une cellule, c'est une usine très organisée qui est capable de produire de l'énergie, qui est capable de fabriquer toutes les molécules indispensables à son fonctionnement. Et juste pour nous donner une idée de la complexité du problème, environ 20 000 gènes pour l'espèce humaine, et avec ces 20 000 gènes produire à peu près 100 000 protéines différentes dans un type cellulaire donné, et tout ceci dans un balai de réactions chimiques qui sont de l'ordre de 100 000 réactions par minute. Donc cette complexité du vivant et de la cellule
et nous amène à d'abord une certaine humilité, et puis aussi au fait qu'il va falloir essayer de comprendre comment tout cela marche. Alors, comment tout cela marche? Eh bien, c'est par l'étude du génome et des gènes impliqués dans le cancer, qu'on a dressé une carte. Vous n'avez pas besoin de pouvoir lire ce qui est écrit. C'est une sorte de cascade de réactions, d'interaction entre ces différentes cascades qu'on appelle voies de signalisation cellulaire, qui impliquent de nombreux partenaires, produits de gènes, des protéines, effectrices ou récepteurs présents à la surface de la cellule pour capter l'information, ou des structures internes qui libèrent de l'information sous la forme de produits sécrétés qui vont agir sur les cellules voisines, parfois à grande distance. Et on voit que est indiqué en rouge, sans que vous ayez besoin de le lire, sont indiqués un certain nombre d'oncogènes et gènes suppresseurs de tumeurs qui ont été découverts au fil du temps. On voit qu'on les trouve depuis la surface cellulaire jusqu'au noyau, où bien sûr c'est là que reproduit le matériel génétique lors de la division cellulaire, l'ADN, et puis aussi dans d'autres compartiments cellulaires impliqués dans la sécrétion, impliqués dans la production d'énergie, etc. Et on peut estimer aujourd'hui qu'au moins 1 millier de gènes sont impliqués dans le processus qui va aller d'une cellule normale à une cellule à capacité métastatique. De fait, on peut dire que tous les gènes dans ce système très imbriqué, très interactif de réaction, dont il faut contrôler le flux, eh bien tout ce système, peut-être qu'à la fin, la définition de dire ça c'est un gène impliqué dans le cancer plutôt qu'un autre, on les définit plutôt comme ceux sur lesquels on observe dans certains cancers fréquemment des mutations ou des dérégulations du niveau d'expression de ce gène. Donc, les thérapies anticancéreuses, dites ciblées, ont fait suite aux thérapies anticancéreuses cytotoxiques qui principalement s'adressaient à interférer sur le métabolisme de l'ADN, d'une part, sa synthèse, sa réparation, et sur la machinerie de division cellulaire, à savoir le fuseau mitotique constitué de microtubules, et ce sont les poisons du fuseau, de même que les poisons de la réplication de l'ADN, qui ont défini les thérapies classiques du cancer. Ces thérapies sont nombreuses, elles ont de nombreux effets secondaires, bien connus, et pour lesquels, bien entendu, auxquels on pouvait s'attendre, puisqu'on agit à ce moment-là, comme on le fait d'ailleurs dans la radiothérapie, qui, quel que soit le mécanisme d'action, agit sur les capacités de division d'une cellule. Et ces thérapies ne sont pas spécifiques, puisqu'on a une fenêtre pharmacologique où l'on cible les cellules cancéreuses, on agit sur les cellules cancéreuses parce qu'elles ont tendance à se diviser plus vite que les cellules normales. Donc on choisit des conditions dans lesquelles on va tuer beaucoup de cellules cancéreuses et le moins possible de bonnes cellules normales. Alors c'est l'étude de ces voies de signalisation qui a permis d'imaginer ce qu'on a appelé les thérapies ciblées et qui a permis de définir ce qu'on appelle la médecine de précision ou médecine personnalisée, comme ça a été indiqué initialement, terme qui a été abandonné puisque, bien entendu, le clinicien s'intéresse à une personne, le patient, et que le terme de médecine de précision est mieux adapté au sujet. La médecine de précision, c'est une stratégie thérapeutique qui va être fondée sur la capacité de prédire les patients qui ont le plus de chances de répondre à une thérapie spécifique de leur tumeur. Cette approche est fondée sur l'idée que les biomarqueurs de tumeur sont associés au pronostic et à la réponse de la tumeur à la thérapie. Il y a bien sûr des facteurs génétiques du patient qui ne peuvent pas être dissociés du métabolisme propre des drogues anticancéreuses qu'on utilise et qui sont aussi dépendantes elles-mêmes, ce métabolisme diffère d'un patient à l'autre. La réponse à la drogue et à sa toxicité, donc, sont des facteurs individuels. Les profils moléculaires de la tumeur, c'est-à-dire les mutations, la localisation tumorale, dans quel organe s'agit-il,
Et l'ensemble des données cliniques du patient permet au clinicien de choisir le traitement le mieux adapté. On appelle biomarqueur de tumeur, ça peut être l'ADN lui-même, ses mutations, les ARN, dont on reconnaît le rôle de plus en plus important aujourd'hui, les protéines, produits des gènes, l'ensemble des profils métaboliques, c'est-à-dire l'état des voies métaboliques plus complexes. Et ainsi, pour prédire une réponse à la thérapie, et l'approche la plus récente, ou l'une des premières qui a été utilisée dans cette démarche, a été de séquencer l'ADN des tumeurs et de chaque patient afin de mettre en évidence les altérations du génome. Alors, schématiser, si vous voulez, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne se contente plus de regarder l'examen, le rapport de l'anatomopathologie, très important et déterminant, mais aussi d'autres techniques issues de la biologie moléculaire et de la génétique et de la génomique qui permettent, ainsi par le séquençage de l'ADN contenu dans la tumeur du patient et de le comparer au génome normal, d'obtenir ainsi une définition des marqueurs de pronostic. Quel est le risque, quel est le risque d'évolution de cette pathologie, tout en ayant classifié les pathologies, les tumeurs, non plus sur des critères morphologiques uniques, mais sur des critères moléculaires. On peut aussi, par la connaissance du génome du patient, définir des marqueurs de prédiction, de sensibilité ou de résistance à la drogue. Et en fait, on peut aussi, dans certaines circonstances, savoir si on aura des effets cytotoxiques qui dépendent du métabolisme et des particularités du patient lui-même. Et ainsi, on trie les patients pour savoir quels sont les groupes de patients et sous-groupes qui pourront bénéficier d'un traitement A, B, C ou D. Voilà, ça c'est le principe. Alors maintenant, un petit recul. Il n'y a finalement, certes c'est une démarche dont on parle abondamment depuis récemment, par l'introduction de la génomique, mais rappelons que 80% des cancers du sein sont dépendants des œstrogènes, et c'est dans les années 70 qu'on a déjà développé par une stratification des différentes tumeurs de cancer du sein, selon la présence ou l'absence de récepteurs hormonaux, la capacité d'utiliser les anti-œstrogènes, comme le tamoxifène, pour traiter ces cancers. La leucémie myéloïde chronique est l'un des premiers types de cancers qui a bénéficié d'une approche rationnelle et d'identification de cibles sur des bases moléculaires. Et c'est ainsi que dans le cas de cette leucémie, a pu être développé un inhibiteur d'une tyrosine kinase qu'on appelle imatinib et qui a ainsi permis de passer de 20 à 30% de survie à 5 ans à une survie à 88-90%. Un bond extraordinaire par l'introduction d'une nouvelle molécule dont on connaissait la cible. Alors, ce processus s'est poursuivi et se poursuit. Il existe maintenant, je dirais, des centaines de molécules développées selon ce principe. L'un des premiers, l'imatinib, est aussi connu sous le nom de Glivec. Il a obtenu l'autorisation de l'Agence européenne du médicament en 2001, mais de façon fortuite, alors que ça n'était pas connu, mais on n'avait pas de solution pour guérir une certaine forme de sarcome gastro-intestinal. Eh bien, le fait que la cible, une cible sur laquelle l'imatinib, la molécule de Glivec pouvait agir, a ainsi permis de faire progresser de façon spectaculaire la guérison, ou en tout cas la rémission sans récidive à 5 ans de patients atteints de ce sarcome relativement rare, mais de pronostic dramatique. Et ainsi de suite. Donc voilà pour cette liste qui est très incomplète. Il y a des centaines de molécules développées ou en développement, mais sur ce principe. Alors, je voudrais revenir sur... on distingue deux catégories de drogues ciblées. Il y a d'une part des petites molécules que le chimiste fabrique, synthétise, sur la base de la connaissance d'une cible dont on connaît parfois la structure tridimensionnelle,
Et le chimiste peut ainsi sculpter comme la molécule qui pourra inhiber l'action de ces molécules, de ces cibles intracellulaires, qui jouent un rôle dans la transmission du signal en provenance de récepteurs de la surface cellulaire mutés et sur lesquels des petites molécules peuvent agir dans le domaine intracellulaire, on est dans la cellule, tandis que des anticorps vont agir sur des récepteurs qui exposent des sites de fixation ou de liaison qui permettent de bloquer l'activité de ces récepteurs. Les anticorps ne pénètrent pas facilement ou très mal dans la cellule et n'atteignent pas leur cible. Donc, d'une manière, on utilise l'approche de développement de petites molécules de synthèse pour les cibles intracellulaires, et les anticorps spécifiques qui agissent comme agents bloquants de l'activité des récepteurs sont la voie préférentielle, et ainsi ont été générées également des centaines de molécules de synthèse et des centaines d'anticorps sur des cibles dont le nombre ne fait que croître. Alors, la complexité du problème, on la voit résumée ici par cette étude publiée en 2013. Une équipe américaine ou un consortium a analysé 3281 tumeurs qui correspondent à 12 types de tumeurs de cancers différents. Il faut voir que cette classification moléculaire a fait éclater complètement la classification classique. Les cancers du sein qui comprenaient 4 grands types principaux, on peut maintenant, par l'approche moléculaire, en distinguer plus d'une quinzaine, et pourquoi pas plus, à fur et à mesure qu'on comprendra encore mieux les bases de la génomique de ces tumeurs. Et puis, donc, cette étude a permis de montrer, je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait 1 millier de gènes probablement impliqués dans les cancers, c'est un chiffre simplement approximatif, mais vous voyez que pour ces tumeurs, l'équipe a identifié 127 gènes différents et qui appartiennent à 20 voies de signalisation. Et ici, sont portés donc ici les différents types de tumeurs, peu importe ce qu'elles sont, c'est voilà un premier groupe et un deuxième groupe, et puis les mutations et la fréquence avec laquelle on peut les observer. Ici sont indiqués les gènes qu'on a étudiés et qu'on a identifiés, mais on constate aussi, c'est les barres verticales avec différentes couleurs, qu'on trouve ici différents processus cellulaires, différentes fonctions cellulaires, la division, le métabolisme, la signalisation par telle voie, etc. Et j'ai porté ici en étoile pour montrer l'importance de l'épigénétique, que bien sûr la perte de la stabilité ou les modifications de la chromatine sont retrouvées fréquemment dans cet exemple, de même que la perte également de l'acétylation ou les mécanismes de modification post-traductionnelle des histones. Voilà, donc le sujet montre que nous ne sommes pas au bout de nos peines dans la complexité, et que se pose une autre question. Avant cela, je voudrais dire quelle est l'approche utilisée maintenant, les recommandations de l'Institut national du cancer, c'est qu'on dispose de biomarqueurs pour les thérapies ciblées, et par exemple ici, pour l'année 2011, 55 000 patients en France ont bénéficié sur les plateformes d'analyse génétique mises en place en France, il y en a une douzaine dans l'ensemble du territoire. On sait maintenant que pour avoir accès, pour que le praticien recommande l'utilisation d'une thérapie ciblée, il faut, selon les cas et selon la cible, que l'on puisse démontrer qu'il y a une mutation dans le gène cible, et ainsi appliquer la molécule qui peut donner des résultats favorables quant à l'évolution de la pathologie. Et ainsi sont indiquées ici donc les proportions, et vous voyez qu'au fil des années, dans le cas de cette leucémie, eh bien c'est environ 6 000 patients qui, année après année, ont pu bénéficier de l'accès à ces thérapies ciblées, parce que ces patients avaient pu être triés parmi l'ensemble des patients qui souffrent de cette leucémie comme étant on pouvait prédire un effet favorable parce qu'il y avait une mutation sur le gène cible sur lequel la molécule agit. Alors, ça c'est
c'est un des sujets importants que je voulais débattre. Il y a de nombreuses questions qui doivent être résolues, et on voit combien les données de la génomique et leur analyse établissent des corrélations importantes, mais n'expliquent pas les mécanismes qui sous-tendent le comportement plus ou moins agressif des tumeurs. Quelques questions qui se posent et pour lesquelles on n'a pas de réponse sont énumérées ici. Est-ce qu'on peut prédire l'agressivité de certaines cellules tumorales et leur résistance au traitement? La réponse est non, ou en tout cas très mal, pas avec une certitude. Pourquoi différentes signatures moléculaires pour différents cancers? En effet, on sait que certains cancers, on va observer un ensemble de mutations qui, pour un cancer précis, et une tumeur issue d'un organe comme le sein, le foie, etc. Et pourquoi y a-t-il des signatures différentes? Pourquoi pas un seul scénario, en quelque sorte? Et pourquoi des gènes qui ont une expression dans tous les types cellulaires, qui sont des gènes suppresseurs de tumeurs, comme celui qui est responsable de l'initiation de la tumorisation dans le côlon, ou le gène BRCA1 pour les cancers du sein de forme héréditaire, pourquoi ces mutations sur ces gènes suppresseurs de tumeurs n'ont une incidence que sur ces cancers, et certains cancers? Et ceci sont des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse, et qui montrent combien on ne comprend pas l'ensemble du problème. Et je vais aborder notre question qui nous place à un autre niveau que celui du gène lui-même, ou de la chromatine, de l'épi, qui est la question de pourquoi, et comme je le montrerai, y a-t-il une telle hétérogénéité moléculaire au sein des tumeurs et une telle hétérogénéité cellulaire intratumorale. Donc, je voudrais aborder un sujet qui a été, il y a une dizaine d'années, très controversé, qu'il est moins maintenant, c'est souvent une question de définition et de sémantique, mais qui pose la question de, finalement, quelles sont les cellules au sein d'un organe qui sont à l'origine d'une tumeur, puisqu'il y a la théorie clonale dit que c'est à partir d'une cellule, qui va changer de mode de prolifération et de dialogue avec les cellules voisines que vont s'élaborer ces tumeurs. Et donc, la question qui est posée, c'est, et je dois rappeler ici quelques notions fondamentales sur les cellules souches normales. Les cellules souches sont des cellules très particulières qui existent chez l'embryon, bien sûr, mais qui existent aussi chez l'adulte et qui sont douées de capacités d'auto-renouvellement. C'est-à-dire qu'elles vont se multiplier en donnant de nouvelles cellules souches et permettre la différenciation lors d'une division, il y a une cellule souche qui est produite et une cellule qui va pouvoir se différencier pour permettre la croissance ou la restauration des fonctions de l'organe. Les cellules souches embryonnaires sont totipotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent produire les 350 familles de cellules spécialisées de notre organisme. On en a de l'ordre de 5, 10 puissance 13, mais ceci représente 350 familles de cellules qui ont des fonctions et des particulières dans nos organes. Les cellules souches adultes, et entendons bien là, ce sont celles issues qui sont présentes chez les individus après la naissance, c'est-à-dire tous ceux qui sont ici dans cette pièce, ont un moindre potentiel de renouvellement et de différenciation que les cellules embryonnaires. Et les cellules embryonnaires, pour l'histoire, n'ont été identifiées, n'ont été isolées et cultivées pour l'espèce humaine qu'en 1998. Ceci est récent. Encore plus récent, c'est en 2007 qu'on a été capable de créer, par la technique des IPS, de fabriquer en laboratoire, de créer des cellules souches pluripotentes. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que finalement, d'une part, on sait aujourd'hui que les différentes voies de contrôle au cours du développement de la différenciation des cellules, eh bien, s'effectuent selon des voies de signalisation que l'on a retrouvées altérées dans les tumeurs. On voit ici une idée qui est d'ailleurs très ancienne, c'est la relation qu'il y a entre la tumeur et son programme et les programmes que l'on observe dans les cellules embryonnaires au cours du développement d'un organisme à partir d'une cellule unique pour former un organisme complexe, viable. Et donc, ceci a été découvert relativement récemment, ce parallélisme entre ce qui contrôle le développement à partir de cellules souches
et ce qui va jouer un rôle important dans les mêmes voies de signalisation dans les cellules que l'on trouve dans les tumeurs. Et il faut se ramener à une observation ancienne qui n'a obtenu une réponse que très récemment pour les cellules qui forment les tissus solides. C'est le fait qu'on savait depuis longtemps, depuis les années 60, que pour transplanter une tumeur d'une souris à une autre souris syngénique, c'est-à-dire le même clonal, il faut injecter 1 million de cellules. Et si on injecte moins d'1 million de cellules, eh bien, on n'a pas de tumeur. Pourquoi? Alors, deux hypothèses qu'il a été très difficile de vérifier expérimentalement ont été proposées. C'est de dire, bon, dans la tumeur, il y a, pour reformer une autre tumeur, il y a une capacité purement aléatoire. On n'est pas dans les bonnes conditions et il faut en injecter suffisamment pour qu'on puisse transplanter cette tumeur à un autre animal receveur. C'est le modèle stochastique. Et puis, il y avait une autre hypothèse qui n'avait pas eu, pour laquelle on n'avait pas plus de réponses, qui a été de dire que dans la tumeur, il y a une telle hétérogénéité cellulaire que seule une sous-population de cellules est capable de reformer une tumeur. C'est un modèle hiérarchique. Et bien entendu, les gens ont postulé, s'il s'agissait du bon modèle, que des cellules ayant les propriétés de cellules souches pourraient faire cela si ces cellules sont peu nombreuses et au sein de la tumeur, en fait peu nombreuses, comme on l'observe dans un tissu adulte normal, quelques cellules souches au milieu de cellules différenciées qui permettent de reconstituer l'organe lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il y a eu un traumatisme, un stress de nature physique, chimique ou d'agression virale par une infection, par exemple. En fait, cette possibilité a été démontrée qu'il existait bien dans les tumeurs des cellules souches tumorales, c'est-à-dire des cellules peu nombreuses, mais qui ont la capacité, si on les trie, et si on les identifie avec des marqueurs appropriés, de reconstituer des tumeurs avec un faible nombre de cellules, alors que les cellules qui n'ont pas ces propriétés de cellules souches ne reconstituent pas la tumeur. Alors vous voyez, j'ai porté ici l'identification de ces cellules souches en provenance de différents organes, capables de donner des tumeurs dans ces organes, et la liste est largement agrandie depuis une dizaine d'années, comme vous pouvez l'imaginer. Et je dois dire pour l'histoire que ceci a été un débat pour les cellules souches, pour les tumeurs solides. Le problème était quasiment réglé et admis pour les cellules du tissu hématopoïétique, pour lesquelles les informations ont largement précédé d'au moins une dizaine d'années ces observations. Et ceci est lié à des difficultés expérimentales qui n'étaient pas accessibles pour les tumeurs solides. Je ne m'étendrai pas plus. Si vous voulez poser des questions sur ce sujet, je le dirai après. Je vous l'indiquerai dans la discussion. Alors, ceci a une incidence considérable sur la manière d'imaginer de nouvelles thérapies et sur la manière d'imaginer ce qu'on observe. Alors, imaginez que, par exemple, si on admet que dans une tumeur, il y a des cellules jaunes, ici, les cellules souches tumorales, qui ont des propriétés différentes vis-à-vis des agents qu'on a développés. N'oublions pas que la plupart des tests qui permettent de développer les agents antitumoraux se font sur l'observation, sur le fait qu'on développe un test, on regarde, soit en culture, soit sur des animaux, si la tumeur régresse sous l'action de l'agent antitumoral. Eh bien, si les cellules souches qui sont peu nombreuses ne font pas partie de cette analyse, de ces propriétés, eh bien, on va pouvoir à ce moment-là réduire la taille de la tumeur, mais on aura un résidu tumoral de cellules souches qui aura la capacité de redonner la tumeur d'origine en fonctionnant de ce fait comme une cellule souche. Alors que si l'on est capable de développer des agents spécifiques qui tuent ces cellules, eh bien, sans cette cellule capable de régénérer la tumeur, eh bien, on se débarrassera complètement, les cellules différenciées de la tumeur n'étant pas capables de reconstituer
de se diviser et de reconstituer la tumeur. Alors, ceci, d'une certaine manière, apporte une réponse au mécanisme de résistance des tumeurs. Certes, dans la résistance, il y a deux facettes. La résistance classique, comme celle des antibiotiques, où la cible à l'agent qu'on utilise va muter, c'est purement darwinien, et ainsi échapper à l'action de la drogue qu'on applique pour détruire la tumeur. Mais la face cachée qu'on a sous-estimée, c'est qu'il y avait quelques cellules peu nombreuses, insensibles à ces agents et dont on n'a pas examiné les propriétés. Et la seule mesure de la taille d'une tumeur réduite à sa plus simple expression pourrait expliquer par la croissance de la tumeur le fait qu'on ait des mécanismes de résistance et donc de récidive. Donc une double facette à ce problème. Alors ceci cette hypothèse a été testée dans les laboratoires de Bob Weinberg et de Richard Lander aux États-Unis, et ils ont mis en place un test systématique sur un modèle de cellules chez la souris. Je précise qu'il faut encore démontrer que cette hypothèse, ou en tout cas que la molécule dont je vous parle un instant, aurait un effet chez l'homme, ou en tout cas que ce principe est applicable, et ils ont trouvé dans leur criblage sur des dizaines de milliers de molécules, avec le test qu'ils ont utilisé, qu'un antifongique, de fait, un antibiotique bien connu qu'on utilisait essentiellement en médecine vétérinaire, était capable, avec les propriétés antitumorales recherchées, de détruire les cellules souches tumorales sans détruire les cellules souches normales de la souris utilisée. Et c'est un jeune chercheur issu du laboratoire de chimie des substances naturelles, Rafael Rodriguez, maintenant qui a installé son groupe à l'Institut Curie, qui a étudié et développé cette observation en étudiant le rôle de la salinomycine dans cette action cytotoxique pour les cellules souches tumorales, et en développant d'ailleurs de nouvelles molécules dérivées de cette molécule plus active et moins toxique. Et il a montré que ce que l'on perturbait dans ce que faisait la salinomycine, c'est d'altérer le métabolisme du fer et de faire en sorte que les états d'oxydation du fer, qui sont très importants dans les cellules, puissent avoir un effet toxique qui est un effet recherché. Cette observation, cette stratégie est intéressante. Elle est en contre-pied, ou en tout cas elle complète la recherche d'agents cytotoxiques ou de molécules ciblées par une stratégie différente. Et tout ceci serait fantastique si on n'était pas obligé de constater qu'hélas, une fois encore, la tumeur a plus d'un tour dans son sac, je dirais. En effet, les cellules tumorales, les cellules souches normales forment toute une progénie de cellules progénitrices, différenciées. Ce processus est essentiellement non réversible, tandis qu'il a été montré maintenant par plusieurs équipes que si l'on tue la cellule souche tumorale ou les progéniteurs, les cellules issues de cette cellule souche, eh bien, il y a un mécanisme de réversibilité qui se met en place, et c'est à partir de ce réservoir de cellules indifférenciées, cellules progénitrices, qu'on reforme un compartiment, qu'on reforme des cellules souches malignes. Ceci a une implication immédiate, on n'est pas au bout de nos peines, mais ça veut dire que tout traitement qui serait utilisé dans ce sens devra utiliser d'une part les thérapies qui détruisent ces cellules et de combiner cela à des thérapies qui détruisent également la cellule souche tumorale sans, bien entendu, détruire nos bonnes cellules souches. Je vais presque terminer sur cet aspect, sur l'immunothérapie. Alors, l'immunothérapie apporte de nombreux espoirs, et pour de bonnes raisons. Elle consiste à stimuler la croissance des lymphocytes tueurs,
à démasquer les cellules tumorales et également d'agir sur le micro-environnement tumoral dont on se rend compte de la plus grande importance. Alors, le principe du fonctionnement du système immunitaire est à la fois complexe. Il est indiqué ici, c'est une interaction entre cellules qui instruisent les cellules dendritiques, les cellules T tueuses, via des interactions moléculaires bispécifiques. Et on s'est aperçu qu'il y a des signaux à la fois positifs et négatifs qui peuvent émaner de cette interaction. Et qu'il faut à la fois que si on agit sur les molécules qui favorisent la prolifération ou qui agissent sur un frein de prolifération, en utilisant des anticorps, on pourrait en quelque sorte réveiller le système immunitaire, permettre aux cellules T, cette fois-ci sur lesquelles on a agi sur ce qui bloque leur prolifération, leur permettre de se diviser et ainsi d'accéder en nombre suffisant pour tuer la tumeur. Le système, ce que j'ai appelé lésions dangereuses. Les cellules tumorales se rendent invisibles en quelque sorte ou rendent le système immunitaire inopérant parce qu'elles sont capables d'exprimer en grande quantité des récepteurs de surface qui vont bloquer l'action de récepteurs portés par les cellules, par les lymphocytes tueurs. Et si l'on libère cette interaction inhibitrice qu'envoie la cellule souche, la cellule cancéreuse, par un anticorps spécifique, soit du récepteur porté par la cellule tumorale ou par le récepteur porté par le lymphocyte, on a un espoir de réveiller la cellule tueuse et de lui permettre ainsi d'agir et de détruire la cellule tumorale. Alors, je ne m'étendrai pas sur l'ensemble des possibilités qu'ont accumulées les immunologistes. L'immunothérapie des cancers a été envisagée il y a plus de 30 ou 40 ans, avec de nombreux échecs retentissants. On a franchi une étape considérable parce qu'on comprend mieux comment ce jeu d'action et d'interaction, de rétroaction peut avoir lieu. Et donc les immunologistes disposent, outre ce que je viens de vous indiquer dans ce secteur de ce polygone, de ces immunomodulations de l'expression de la réponse immunitaire acquise, mais aussi d'autres possibilités complémentaires pour agir sur tout ce qui peut stimuler le système immunitaire et de favoriser l'acquisition d'une immunité antitumorale. Je vais en terminer sur la question de l'hétérogénéité cellulaire. Une tumeur, c'est cela. C'est ici les cellules tumorales d'un cancer lobulaire du sein. Ça n'est pas que des cellules malignes dans une tumeur. C'est un enchevêtrement de cellules immunitaires, de cellules du tissu conjonctif, de cellules endothéliales qui amènent les vaisseaux et nourrissent la tumeur. Ça dans une tumeur primaire. Et ici, dans une tumeur indifférenciée métastatique de cancer du sein, dans lequel cette hétérogénéité, en dépit de la perte d'organisation, existe. Et de manière schématique, la tumeur invasive, qui est entourée d'un ensemble de types cellulaires, dont on commence aujourd'hui à apprécier qu'il faut agir sur ces cellules, non seulement sur les cellules du système immunitaire, non seulement sur les cellules du tissu lymphatique qui amènent les cellules, ou des vaisseaux sanguins, mais également sur un certain nombre de cellules du tissu conjonctif qui échangent des informations stimulatrices pour la tumeur ou inhibitrices pour les cellules immunitaires qui, de ce fait, ne peuvent pas agir. Autrement dit, on est dans une situation où il ne suffirait plus de tuer les cellules malignes, mais où il faudrait agir de manière efficace sur les cellules tumorales et non tumorales, les cellules dont les propriétés ont été modifiées, probablement de manière épigénétique, par la tumeur elle-même, qui envoie des signaux qui permettent à la tumeur de s'échapper de son site initial. Et là, vous avez des cellules qui vont être des cellules tumorales, qui changent de phénotype, c'est-à-dire d'allure et de propriété, dans ce qu'on appelle
la transition épithélio-mésenchymative, ce qui, pour une cellule épithéliale, veut dire qu'elle change de propriété et de programme génétique et qui permet à ces cellules de quitter la tumeur, de se déplacer. Et cette propriété de s'engager dans un programme différent du programme d'une cellule épithéliale pour qu'elle ait le programme d'une cellule mésenchymateuse est une des propriétés intrinsèques des cellules de la tumeur qui, en fait, ont gardé les propriétés de cellules souches. Autrement dit, c'est ici que se situe le nœud du problème, comment agir, comment bloquer cette transition épithélio-mésenchymateuse en même temps que l'on essaye de détruire les cellules qui ne sont pas engagées dans cette voie, mais qui sont néanmoins malignes et qui sont au cœur de la tumeur. Les approches expérimentales nouvelles, je vois que le temps est dépassé, je vais simplement me limiter sur qu'est-ce qu'on va avoir à notre disposition pour les 10 prochaines années. Bien entendu, la génomique et l'épigénétique auront un rôle très important. Ils s'appuient sur la capacité de séquençage au haut débit de l'ADN et des ARN, et la capacité, chose extraordinaire, d'explorer l'hétérogénéité au sein d'une tumeur par le séquençage complet du génome de cellules uniques, une seule cellule. L'imagerie cellulaire, qui est de même que les imageries utilisées en radiologie, IRM, PET scan, etc., sont importants. L'imagerie cellulaire va mieux permettre d'explorer les propriétés in vivo des cellules et de leur hétérogénéité cellulaire à haute résolution, qu'il s'agisse de microscopie photonique ou électronique, avec la reconstitution en 3 dimensions. La mécanobiologie, qui est une nouvelle discipline, une nouvelle manière de regarder les influences physiques, les forces qui s'exercent au sein de la tumeur, qui s'exercent à la fois sur les cellules qui sont les cellules qui entourent les cellules malignes, mais les cellules tumorales elles-mêmes, qui sont capables de transduire des signaux d'information de mécanismes physiques en mécanismes biochimiques. Et dans ce sens, les collaborations avec les ingénieurs, les physico-chimistes, les physiciens, le développement de la microfluidique et les nanotechnologies avec les chimistes, dans ce qu'on vient d'ailleurs d'entendre dans la séance précédente, toute cette chimie inspirée par le vivant va complètement révolutionner la manière de créer de nouvelles molécules et d'analyser l'environnement de la tumeur et d'autres facteurs qui n'ont pas été examinés jusqu'à présent et qui jouent un rôle dans la programmation ou reprogrammation. Bien sûr, le microbiote, dont on parle beaucoup, comment les microbiotes des différents centres dans les différents organes ont un effet sur le système immunitaire et un effet sur les cellules tumorales elles-mêmes. Et je ne l'ai pas évoqué non plus, la bioinformatique qui a fait irruption pour analyser ces masses considérables de données, érigée en biologie système, qui permet de modéliser, formaliser à l'aide d'algorithmes développés par des mathématiciens, vont également nous permettre de mettre en place ce dont on nous promet le meilleur, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui doit se développer à partir de bases de données plus sûres, plus riches, et avec l'aide de l'apport des mathématiciens qui, associés aux chimistes, aux biologistes, auront un rôle considérable dans ces 10 prochaines années, j'en suis certain. Et je voudrais terminer cette présentation en citant d'abord Marie Curie, « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre », et Winston Churchill, « On vit de ce que l'on obtient, on construit sa vie sur ce que l'on donne ». Je vous remercie. Bon, merci beaucoup Daniel. Donc c'est la question, c'est vraiment maintenant le moment où vous allez pouvoir poser vos questions à l'orateur. Donc je vais peut-être aider Daniel à prendre les différentes questions. Et s'il n'y a pas de questions, je vais commencer par la mienne. Donc moi j'ai une question, c'est finalement cette histoire des cellules souches embryonnaires, est-ce que on peut déduire cellules souches tumorales. Tumorales, les cellules souches tumorales, cancéreuses.
est-ce qu'on peut en déduire que le premier événement avait eu lieu sur une cellule souche? Est-ce que c'est la cellule souche qui est devenue cancéreuse? Alors, ça va bien sûr, ceci a été étudié et les investigations ne sont pas terminées pour tous les types de tumeurs. Pour l'intestin, notre confrère Hans Clevers a démontré que l'événement initial a lieu dans les cellules de la crypte, les cellules souches de la crypte. Voilà. N'oublions pas que c'est un organe qui se renouvelle tous les 6 jours et que l'effet d'une mutation de cellules qui vont être éliminées en 6 jours, surtout s'il faut en accumuler beaucoup, ne peut pas se manifester facilement dans cet organe et que pour expliquer le temps d'apparition des tumeurs dans l'intestin, 10, 20 ans, eh bien, on doit imaginer que le processus a commencé dans une cellule souche qui, elle, est résidente et qui va avoir le temps d'accumuler l'ensemble des mutations qui vont l'amener à une prolifération incontrôlée. Ça, c'est pour l'intestin. Pour d'autres organes, le débat n'est pas terminé et, a fortiori, si l'on considère ce que j'ai présenté comme malheureusement un obstacle supplémentaire à surmonter, c'est que l'événement initial peut intervenir dans un progéniteur, c'est-à-dire une cellule qui n'est pas à proprement parler une cellule souche, qui n'est plus une cellule souche, mais qui aura la capacité de réverser, en fonction des pressions de l'environnement, d'autres mutations, et d'acquérir des propriétés de cellules souches. La définition de cellule souche, c'est à partir expérimentalement, qui est une définition différente des biologistes du développement en tant que telle. C'est la capacité opérationnelle de prendre une cellule, et une seule, et que cette cellule va reproduire, recréer l'environnement, l'ensemble des types cellulaires que l'on trouve dans l'organe ou dans la tumeur. Une question sur la droite là-bas, puis monsieur. Vous, puis monsieur. Oui, d'accord. Je vous remercie pour cette présentation, excellente présentation avec une vue panoramique donc, sur le cancer. Une question naïve, est-ce qu'une cellule souche cancéreuse d'un cancer du côlon serait équivalente à une cellule souche du cancer du sein? Si on part de l'hétérogénéité, est-ce qu'on peut imaginer une signature différente, indépendamment donc, de la carte génétique des mutations génétiques? Le deuxième facteur que vous avez très bien évoqué, qui est l'épigénétique. Merci. Oui, je crois avoir dit que chaque cancer a, les cancers ont des signatures différentes. Le problème qui a été posé, le terme de signature a été proposé dès qu'on a pu faire des séquençages complets de génome de tumeurs ou d'exomes pour être plus précis dans l'historique. Et c'est là où on s'est aperçu que pour une même tumeur, ou ce qui était défini comme une même tumeur provenant du sein. Différents laboratoires ont proposé des signatures différentes. Et quand on a réuni ces informations au début des années 2000, c'était même troublant, parce que 5 ou 6 laboratoires avaient défini chacun leur signature, et essayé de la proposer comme un élément de classification et de diagnostic. Aujourd'hui, on a quelque chose de plus ouvert parce qu'on a étudié un plus grand nombre, des centaines de milliers de tumeurs maintenant. Et le terme de signature n'est pas quelque chose auquel on doit s'attacher de manière stricte en disant la signature qui a été définie par le laboratoire de tel pays, de tel institut. Ce n'est pas ça le plus important. C'est qu'une signature, c'est un ensemble de gènes qui d'ailleurs seront le plus fréquemment observés dans cette tumeur, provenant de cet organe, mais cette signature va guider le clinicien dans un diagnostic pour définir un type et un sous-type de tumeur, et à partir de là, faire des prédictions quant au pronostic de l'évolution de la maladie, et en parallèle, avec l'aide des algorithmes actuels et des bases de données, de choisir parmi les meilleurs traitements possibles. Et par rapport à ce que vous disiez, il ne fait pas de doute qu'on ne peut pas comparer l'un des schémas de tableaux que j'ai montré que vous ne pouviez pas lire. On n'a pas la même signature entre le côlon et le sein. Ça, c'est certain. Okay. Même si on aura des gènes communs
comme le gène P53, qui est muté dans 70% des tumeurs, par exemple. Vous voyez? On peut considérer que la cellule souche cancéreuse d'un cancer du côlon serait totalement différente de celle du sein. Oui, oui, oui. D'accord, oui, c'est oui. là. Oui, oui. Ok, monsieur. Oui, j'ai une question pratique. L'immunothérapie peut-elle compléter un traitement ciblé? Ah, oui. Dans le cas d'une leucémie, est-ce que les deux traitements pourraient être utilisés l'un après l'autre ou simultanément? Alors, je ne l'ai pas dit parce que je savais que j'ai un certain nombre de temps, bien sûr, et un certain nombre des questions que vous allez me poser sont des questions pour lesquelles j'espère avoir une réponse. Et merci de la poser parce que, évidemment, dans quel sens va-t-on? J'ai montré l'ensemble des stratégies possibles que peuvent utiliser les immunologistes en immunothérapie. Mais on sait maintenant que en combinant une immunothérapie à une thérapie ciblée, voire à une thérapie classique, cytotoxique, ça se fait également. De la même manière que les thérapies ciblées, si je n'ai pas dit, il faudrait que j'insiste, elles ont en fait un effet pour prolonger la rémission, hein, parce qu'on ne peut pas parler à proprement parler de guérison, encore, hélas, eh bien, sont souvent utilisés, on combine une thérapie ciblée avec une thérapie classique, conventionnelle. Et de la même manière, en l'immunothérapie, quand on sait que les courbes de survie sont bien meilleures si on combine une immunothérapie, il y en a plusieurs possibles, et si on combine avec une thérapie ciblée ou une thérapie conventionnelle. La question, c'est que les réponses que nous apporte pas encore l'intelligence artificielle, c'est de nous indiquer si à coup sûr quel est le bon traitement, hein, quelle est la bonne combinaison. Ça reste pour le clinicien un véritable casse-tête. On sait que la combinaison, et s'il n'y avait que la combinaison, à quel moment? On commence par quoi? On fait une immunothérapie, puis une chimiothérapie, ou une chimiothérapie, une immunothérapie, ou les deux. Vous voyez, et laquelle? Et donc, il y a beaucoup de possibilités qui sont maintenant offertes, mais on reste quand même dans beaucoup d'incertitudes. Je vous remercie. Attendez, je ne peux pas prendre toutes les questions, je vais prendre monsieur d'abord. Oui, j'ai une question, Daniel, dont on a déjà débattu, c'est ici. Merci. Je reconnaissais la voix, mais pas... La voie de l'immunothérapie, c'est vrai, c'est une voie séduisante, nouvelle. La question qui se pose, si on booste justement le système immunitaire, est-ce qu'on ne risque pas de déclencher des maladies auto-immunes? Alors ça, c'est une grande question qui se pose actuellement. Merci de poser la question, j'étais sûr qu'elle serait posée. Si elle n'avait pas été posée, je l'aurais dit, parce que... oui, la question qui a été posée, est-ce qu'en utilisant l'immunothérapie, on ne risque pas de déclencher une maladie auto-immune? Oui, bien sûr. Je dirais même, avant de parler des maladies auto-immunes, on déclenche, comme dans toute réponse immunitaire, on dépense une réaction inflammatoire considérable. Et on sait que, y compris pour d'autres pathologies comme les maladies infectieuses, c'est qu'il ne faut pas, on peut créer une situation incontrôlable par le clinicien si on a une réponse inflammatoire massive. On a des effets adverses qui peuvent être difficiles à gérer. Donc il y a cela, la partie inflammatoire, et la deuxième que vous avez évoquée, c'est bien entendu qu'est-ce qu'on fait? On réveille le système immunitaire. Mais comme ça figurait sur une des diapos que je n'ai pas commenté en détail, c'est que dans ces systèmes de contrôle, de frein et d'accélération, en fait, le système immunitaire, il est fait de telle sorte qu'il doit répondre à une attaque, mais il doit aussi faire en sorte qu'il y a des cellules spécialisées, les cellules dendritiques qui instruisent des lymphocytes spécialisés, qui en fait vont créer une tolérance ou qui vont faire en sorte que les cellules tueuses ne vont pas reconnaître comme étrangères nos propres cellules. Et le risque de lever une inhibition, de dire au système immunitaire il faut fonctionner à fond, c'est de limiter, en quelque sorte, de lever ces blocs, et à ce moment-là, le système immunitaire
attaque nos bonnes cellules. Et dans l'utilisation de certains des protocoles d'immunothérapie actuellement mis en place, eh bien, on a des réactions auto-immunes massives, de réactions inflammatoires du tube digestif, où on crée un diabète, par exemple. Et tout ceci, bien sûr, quand on est en face, quand on doit traiter un cancer, l'urgence, et donc on essaye de faire en sorte qu'on va agir pour détruire la tumeur, en évitant d'avoir des effets incontrôlés. Et quand on prend une drogue cytotoxique, fabriquée par un chimiste, quand on ne donne plus la drogue, on revient, on peut dire on a éliminé l'effet de la drogue, les effets secondaires. Mais quand on induit un processus biologique dans un organisme, est-on capable de stopper complètement la réponse que l'on a souhaitée et qui a été utile aux patients dans un premier temps? Donc la question que vous posez est très pertinente. Et c'est en fait une question, de choix. Ça va dépendre des patients. Tous les patients ne sont pas identiques, y compris du point de vue de la réponse immunitaire. Et ça va être aussi une question de dosage et d'ordre dans lequel on va stimuler ou pas stimuler, déréguler, pas déréguler. Je vois qu'il y a beaucoup de questions maintenant qui commencent à arriver. Donc, Daniel, je vais te demander de répondre peut-être de façon un petit peu moins longue à chaque question. Et je vais prendre la question de Maxime Schwartz, puis après j'irai à droite, Michel, et puis vous, madame. Bon, d'abord, je te félicite aussi beaucoup pour ton exposé, qui était vraiment excellent. Ma question, c'est plus pour un épidémiologiste qu'un biologiste cellulaire, mais tu as dit au début qu'il y avait une augmentation des cancers, et tu as dit que c'était au moins en partie lié à l'augmentation du nombre de gens plus âgés, puisqu'on vit plus longtemps, mais on a quand même l'impression qu'il y a aussi une augmentation, pas seulement chez les gens âgés. Je me demande si du point de vue épidémiologique, il n'y a pas quand même une augmentation des cancers qui est indépendante de l'accroissement de la durée de vie. Oui, c'est une question que j'ai souvent débattue avec les oncologues et les cancérologues de l'Institut Curie, entre autres. Il y a certains cancers pour lesquels on voit une incidence marquée, croissante. Certains cancers de la femme jeune, contrairement à ce qu'on m'avait dit initialement, les chiffres sont clairs. Il y a une augmentation de ce nombre. Quelles en sont les causes? Certainement pas le vieillissement dans ce cas-là. Des facteurs environnementaux, incontestables. Alors là, toutes les études épidémiologiques de nombreuses études ont été faites, je crois me souvenir, pendant la mise en place du premier plan cancer en 2003, on a eu une première analyse épidémiologique qui disait que la pilule était peut-être en cause, puis après on a dit que c'était peut-être, non, c'était pas ça, puis après on a reposé la question, sans entrer dans le débat, ou en tout cas dans les travaux très complexes et très complets que font les épidémiologistes, on a des raisons de se poser des questions sur l'intervention de facteurs environnementaux, lesquels le débat de la nutrition sur les facteurs de nutrition sur le cancer colorectal est pour moi une bouteille à l'encre absolument incroyable, parce qu'il est dans certains cas très très difficile de définir les paramètres épidémiologiques. Quand on veut rechercher si une pathologie induite par un virus, si c'est un virus qui est à l'origine, on y arrive. C'est pas à toi que je fais pas, parce que là on a un facteur précis et on peut repérer cela. Quand on a une multitude de facteurs, je crois que la tâche des épidémiologistes est considérable. Et je dirais que la question vaut la peine d'être posée. Je vais prendre les questions sur la gauche. Michel Aldaski. Oui, c'était Daniel, c'est ici. C'était un commentaire sur une question qui a été posée tout à l'heure. La solution, Daniel, et je pense qu'elle a été dit, c'est pas un médicament qui va régler la question, c'est naturellement une solution combinatoire. Parce que dans l'exposé, il y a deux termes qui n'ont pas été présentés, qui n'ont pas été prononcés, chirurgie et radiothérapie.
Or, pour la plupart des tumeurs, sans chirurgie et sans radiothérapie, malgré les médicaments dont on a parlé, il n'y a pas beaucoup de salut. Et je dirais que sans chirurgie, sans radiothérapie et sans les traitements de première ligne, qui sont l'oxaliplatine, le cisplatine, les taxanes, etc., ça serait difficile, enfin, à moins que je ne me trompe grandement. Donc, en réalité, ce qu'ont fait beaucoup de ces médicaments ciblés, les premiers dont on a parlé, je parle des tumeurs solides, c'est qu'une fois qu'on a utilisé toutes ces techniques qui ont fait des progrès considérables, ces techniques de première ligne classiques qui ont fait des progrès considérables, parce qu'on a appris à mieux les manipuler, on vient avec ces thérapies ciblées et on donne un certain nombre d'années de survie aux patients. C'est bien ça? Donc, ma question est, ces patients... certes, on a parlé de types de cancer dans lesquels le succès est formidable. Et naturellement, tout le monde vise à ces succès formidables pour beaucoup de types de cancers. Mais pour beaucoup d'autres, on a utilisé la chirurgie, les radiothérapies, les chimiothérapies dont j'ai parlé tout à l'heure. On utilise le traitement ciblé et on donne aux patients 1 an, 2 ans avant échappement. Quels sont les espoirs et comment on s'y prend pour que ces durées, par petits pas, de 1 an, 2 ans, deviennent 4, 5, 6 ou 7 ans, ce qui, Maxime, changerait la vie considérablement pour les gens qui ont un cancer et qui sont plutôt jeunes. Michel, bien sûr, si je n'ai pas, merci pour le commentaire, si je n'ai pas parlé de chirurgie et de radiothérapie, non, c'est pas ça, c'est parce que le sujet que j'avais déjà choisi de traiter est déjà suffisamment vaste. Loin de moi de penser que la chirurgie, lorsqu'elle est possible, parce que pour oui, mais par exemple le cancer du pancréas, hélas, il n'y a pas grand-chose. Et la chirurgie, il faut trouver un chirurgien qui est prêt à le faire. Souvent, ils ne le sont pas, et ils ont de bonnes raisons. La radiothérapie, en tant qu'ancien directeur de l'Institut Curie, j'ai fait le choix de ne pas en parler. Mais bien entendu, ça fait aussi partie de cette combinaison. Ce que l'on doit combiner, ce n'est pas uniquement la thérapie ciblée, l'immunothérapie, mais c'est effectivement, et je suis tout à fait d'accord, avoir recours aux drogues dites classiques. Et néanmoins, d'abord, c'est ce qui se fait. On accepte les effets secondaires très néfastes de ces drogues. On les combine avec d'autres. L'arrivée de l'immunothérapie, qui a été une explosion après 20 ans de grande déception, a marqué son progrès dans le mélanome, qui était une pathologie, un cancer dont on ne réchappait pas. Aujourd'hui, on est revenu à des choses plus raisonnables. On a cru qu'on avait trouvé la solution. Hélas, 20 à 30% seulement des cancers, des mélanomes sont guéris par les immunothérapies dont on dispose. On est ramené à cela maintenant. Et on ne sait toujours pas pourquoi il y a des répondeurs et pas des répondeurs. Autrement dit, la recherche est en marche. Et je crois que, effectivement, je n'ai pas montré de courbe de survie, etc. Et ce n'était pas un exposé. Une meilleure combinaison, je pense. Et puis, je crois que la piste de développer des drogues contre ces cellules souches tumorales n'est qu'à ses débuts, n'est vraiment qu'à ses débuts. Il y a, pour l'instant, les grands de la pharma ne s'y sont pas mis. Ils attendent que les nombreuses biotech qui sont créées autour de ce concept obtiennent des résultats. Voilà. Madame. Merci beaucoup pour cette magnifique conférence. Je voudrais rappeler que selon la vieille loi de Prenant, une cellule différenciée ne se multiplie pas. Et autre fait, tout le monde le sait, qu'un cancer très différencié est plus agressif. C'est au directeur de l'Institut Pasteur que je m'adresse. Monsieur, y a-t-il des équipes en cancérologie qui travaillent sur la redifférenciation des cellules tumorales? Ça me semble une voie. Tout le monde parle de cellules souches, on parle de la prolifération. Mais moi, je travaille sur la tumeur la moins maligne qui existe, qui est une tumeur qui n'a pendant longtemps pas été considérée comme une tumeur, qui sont les tumeurs de l'hypophyse, qui est la tumeur la plus différenciée. Et cette tumeur ne métastasise pratiquement pas, et c'est la moins maligne. Et je pense que c'est une voie qui peut-être pourrait être développée, à moins qu'elle ne soit déjà beaucoup, monsieur. Qu'en pensez-vous? Oui, une correction.
vous m'avez mis directeur de l'Institut Pasteur, je ne l'ai jamais été. Non, de l'Institut Curie, pardon, l'Institut Curie. Oui, maintenant. Alors, oui, ce que vous dites, c'est la voie de redifférencier une cellule tumorale a d'ailleurs été explorée. Laurent de Gosse, Hugues Doté, Anne de Jean, ces gens-là sont intéressés à l'effet de l'acide rétinoïque dans une leucémie particulière. Et ce n'est pas une voie très développée actuellement. Ah ben, ça soigne. Et, hélas, cette solution, je dirais hélas, il y a une excellente solution, mais ce cancer est très rare, très très rare. Mais ça marche, ça marche. Donc cette voie de différencier, alors moi je dirais que oui, ça devrait être étudié, mais si vous vous ramenez au schéma que j'ai montré, c'est si la cellule souche tumorale et celles qui en dérivent ont des capacités de réversibilité, ça n'apportera pas la solution. Mais il y a beaucoup de tumeurs qui n'ont pas de cellules souches. Et là, les tumeurs différenciées n'ont pas de cellules souches. Oui, bon, ça, je pense là, que... je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est qu'en fait, on ne les a pas cherchées. Et elles sont trop peu nombreuses. C'est la même chose qu'il y a une dizaine d'années, on me disait, dans les tissus adultes, il n'y a pas de cellules souches. Ah bah si, il y en a toujours existé, de toute façon. C'est bien dans l'intestin, enfin, c'est quand on dans le cerveau, on disait qu'il n'y en avait pas. Oui, et en fait, non, je vous mets au défi de démontrer qu'il y a des tumeurs dans lesquelles il n'y a pas de cellules souches. Je crois qu'elles sont très peu nombreuses. Elles ne sont peut-être pas essentielles pour la survie de la tumeur. Ça reste à montrer. Mais je pense que, si vous voulez, cette mauvaise nouvelle qu'a apporté d'ailleurs Hans Clevers lui-même, de la réversibilité lorsqu'on détruit le compartiment cellules souches, de cellules immatures ou différenciées, nous a mis dans un embarras en disant que ça ne serait pas uniquement la solution. Et donc, et encore une fois, seule la combinaison de drogues pourra fonctionner. Bon, moi je tiens à dire qu'il n'y a plus qu'un quart d'heure. Donc, Monsieur Hurier, ensuite Pierre Cormor. Alors, il y a une dame là. Bon, j'avais d'ailleurs, parce que l'heure a tourné, j'avais proposé de ne pas parler, mais je ne peux pas me retenir. D'abord parce que l'exposé de Daniel Louvard montre l'évolution, le progrès des connaissances, de la compréhension, et il ne faut pas oublier le progrès thérapeutique malgré la complexité des traitements et des moyens de plus en plus efficaces. On ne rêve pas maintenant quand on dit qu'on peut guérir le cancer. Mais je voulais revenir sur un des objets de cette conférence, qui était les thérapeutiques, les traitements ciblés, les traitements personnalisés, ce qu'on appelle la médecine de précision. Parce que vis-à-vis de l'opinion, ça peut entraîner des espoirs qui sont parfois des espoirs un peu fous. Parce qu'on ne peut pas, à partir du moment où c'est personnalisé, ça n'est pas demain la veille qu'on pourra trouver des stratégies et des thérapeutiques pour l'ensemble des traitements cancer du sein dans leur diversité quand on fait un séquençage de la tumeur. Et surtout, je crois qu'il faut bien penser à la situation qui n'est pas uniquement une imagination, de deux personnes qui sont dans un même hôpital, qui ont un cancer du sein l'une et l'autre, et l'une va pouvoir bénéficier à coup sûr d'un traitement ciblé, personnalisé, dont elle pourra espérer la guérison, alors que l'autre, sa voisine, ne se verra pas prescrite le même traitement. Et qu'il y a un énorme problème de compréhension, parce qu'on aura l'impression d'une injustice, une injustice du sort peut-être, mais aussi une injustice du médecin. Donc attention aux moments très difficiles des traitements dits personnalisés, parce que dans les situations pratiques, il y a des problèmes gravissimes qui peuvent se poser. Le commentaire est bienvenu, et en fait cette situation, on la rencontre déjà dans un des exemples que j'ai montré, c'est que certaines des drogues ne marchent, ne sont efficaces que si on démontre qu'il y a une mutation. Et d'ailleurs, la mutation, BRAF, Sekit, etc., la mutation pour laquelle la drogue, disons, la mutation sur la cible pour laquelle la drogue est efficace. Et malheureusement, vous l'avez vu dans les chiffres que j'ai donnés, au départ, avant d'administrer une thérapie ciblée, on regarde si on a la mutation. Et le patient qui a entendu parler de drogue ciblée dit « je veux avoir telle drogue, telle drogue ». Non, monsieur, non, madame, vous n'avez pas la mutation, donc vous ne l'aurez pas. Parce qu'il y a un facteur qu'on n'a pas évoqué,
mais que tout ceci coûte extrêmement cher. Une thérapie ciblée, c'est 100 000 € par an. On le refuse parce que je ne peux pas payer, c'est trop cher. Non, mais vous avez raison. C'est une situation dramatique que la question de communication. On va prendre les 2 dernières questions, je crois. Si on a encore du temps, on prendra vous, mais M. Pierre Corvol, et puis... merci. Oui, merci Daniel. Juste un mot, j'aimerais avoir ton avis sur l'espoir qu'a fait naître à un bon moment, et peut-être encore, de la thérapie anti-angiogénique. Judah Folkman, le chirurgien bostonien, qui émet une hypothèse qui semble très logique, qu'en supprimant la vascularisation d'une tumeur, notamment une tumeur très très vascularisée comme les médulloblastomes, les glioblastomes, etc., on pourrait en quelque sorte assécher la tumeur. Il y a eu tout un développement, d'abord chirurgical, on fait des embolies pour emboliser finalement un vaisseau qui irrigue la tumeur d'une part, et d'autre part on a découvert des anti-angiogéniques, les anticorps anti-VEGF, etc. Moi, j'ai suivi cette littérature parce qu'elle est passionnante sur des tas de points de vue. Honnêtement, j'ai des doutes, comme on dit, sur ce que les cancérologues pensent à l'heure actuelle de l'efficacité de ces traitements qui, au départ, étaient quand même a priori très prometteurs expérimentalement, mais aussi en clinique, notamment dans les métastases de cancer colique. Oui, merci. La Vastine. Alors, merci pour la question. Moi, j'ai aussi les doutes pour une raison très simple. C'est que ce que ne savait pas Judah Folkman, l'idée était extrêmement intéressante, séduisante. Il y a des sujets que je n'ai pas abordés, c'est par exemple le métabolisme qui est modifié dans les cellules tumorales, hein, l'effet Warburg, etc. Donc, priver la cellule cancéreuse d'un approvisionnement d'un sang bien oxygéné, sachant les déficits qu'elle a dans sa bioénergétique, excellente idée. Ce que ne pouvait pas savoir Judah Folkman, ce qu'ils ne le savaient pas encore, et c'est pour ça que je plaide souvent pour mieux étudier la biologie de la tumeur et de la comparer à celle de la cellule normale. Parce que parfois, on décrète qu'il y a des changements phénotypiques propres à la cellule tumorale, mais en fait, il n'y a pas de changement, c'est la même chose pour la cellule normale. Et il y a d'autres cas où on n'a pas étudié et où il y a de grandes différences. La vascularisation d'une tumeur, la néo-angiogénèse, donne un tissu endothélial complètement perforé. Ça n'a absolument... Les cellules endothéliales sont des passoires. Les vaisseaux sont des passoires. Donc on n'est pas du tout on n'est pas en train d'agir. Et en fait, les agents anti-EGF, etc., finalement, ils agissent sur les bons vaisseaux, ils agissent sur les cellules normales, les bons vaisseaux, mais finalement, on n'a aucun effet sur la néo-angiogénèse. Et de telle sorte que, d'une part, les drogues n'arrivent pas, les drogues qu'on veut administrer n'y arrivent pas au bon endroit. Si elles y arrivent, on n'arrive pas à avoir la bonne concentration parce que ça fuit. Okay. Et donc on essaye d'agir sur un système de vascularisation qui n'est pas identique à celui du système normal. Donc ce qu'a dit Judah Folkman, ou proposé avec ses inhibiteurs, peut servir probablement pour d'autres pathologies vasculaires. Mais en tout cas, c'est pas la bonne approche pour traiter des tumeurs et leur empêcher d'approvisionner correctement en agents nutritifs et en sang bien oxygéné. Hormis le fait que dans la tumeur, elle est de toute façon mal oxygénée et elle réagit à cela par un métabolisme adapté parce qu'elle est en fait dans une zone dans laquelle les nécroses sont importantes. Donc je pense que Judah Folkman a eu une bonne idée, mais que cette bonne idée, il faudrait l'enrichir par une meilleure connaissance de la biologie du système endothélial modifié dans la tumeur. Et que peut-être cette idée, il y aurait des choses intéressantes en recherchant de nouvelles drogues, plus spécifiques. On va prendre la dernière question. Bonsoir. Pour rester sur le sujet de la tumeur et de son agressivité, si on s'appuie sur le taux Gleason, qu'est-ce qui fait que sur une... Oui, pour le cancer de la prostate. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence entre les cellules notées 6, donc avec une évolution lente, et les cellules notées 8, avec une évolution rapide? Et y a-t-il une étude qui peut démontrer le délai
quand on est sur, par exemple, une tumeur agressive type 8, le délai pour créer des métastases. Y a-t-il eu des recherches là-dessus? Alors, merci. Vous me posez une question. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas urologue, a fortiori. Oui, mais là, je parle de cellules. Oui, non, mais la définition du Gleason, enfin de ce qu'on appelle est une définition qui combine plusieurs caractéristiques cliniques et biologiques. Okay. Et donc, quelle est la différence? Je n'en sais rien. Là, vous ne posez pas la question à la bonne personne. Bon, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui connaît la différence. Enfin, un Gleason, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça correspond à l'invasivité. Voilà, concentration de cellules. Voilà. Mais des cellules qui sont tantôt agressives et tantôt non agressives. Si vous voulez, la notion d'agressivité, cette fois-là, elle est plutôt liée à ce que je disais, ce à quoi je crois fortement, c'est est-ce qu'on a dans la tumeur des cellules tumorales qui sont en fait devenues qui sont dans un état transitoire de cellules mésenchymateuses, que le pathologiste ne sait pas reconnaître, parce qu'elles ressemblent au tissu conjonctif qui l'entoure. Seuls des marqueurs spécifiques qui vous disent ça c'est une cellule tumorale. Elle a encore des marqueurs de cellules épithéliales, parce qu'elle n'est pas tout à fait... et ça, ces cellules-là sont les cellules qui ont la capacité de migrer et d'aller ailleurs. Les autres, le chirurgien les enlèvera, ou une bonne chimiothérapie locale le fera. Mais les cellules mésenchymateuses, non seulement elles se baladent, mais en plus elles sont résistantes, parce que par définition, elles ont hérité d'un programme de cellules souches. Or, nos cellules souches, et heureusement pour nous, sont résistantes aux xénobiotiques. Si elles ne l'étaient pas, elles ne seraient pas souches. Et beaucoup des traitements, déjà on voit, les radiothérapies, les radiothérapeutes savent que quand on irradie un patient, il faut éviter de lui irradier tout l'intestin, parce que sinon il ne récupérera jamais. Oui, d'accord. Merci. Bon, il nous reste 3 minutes. J'avais l'impression que vous aviez une question. Donc, allez-y. Et puis, je pense que ce sera la dernière. Les autres viendront voir l'orateur à la fin. Merci, bonsoir. Prenez le micro. Je ne vous entends pas. Ça va mieux, là? Oui. Vous avez mentionné qu'on a pu cultiver des cellules souches embryonnaires humaines qu'à partir de 1998. Et je voulais savoir pourquoi si tard. Est-ce que c'était des questions éthiques ou des questions techniques? Parce qu'il me paraît que sur des embryons d'autres animaux, on a pu utiliser des cellules souches au moins pluripotentes il y a plus longtemps. Alors, Nicolas Douarin n'est plus là, parce qu'elle aurait pu mieux que moi. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des raisons éthiques? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y avait... à chaque fois, vous savez, quand j'ai cultivé beaucoup de cellules dans ma vie, c'est pas parce qu'on sait le faire chez la souris ou dans une autre espèce que ça va marcher pour l'homme, parce qu'il va falloir trouver le bon milieu de culture. Et puis aussi, il faut avoir une motivation pour le faire. C'est-à-dire que quand on est l'homme est un modèle très particulier qui ne permet pas de faire tout ce que l'on pourrait faire quand on utilise comme modèle la souris. Donc il peut y avoir des raisons de ce type. Mais quand on dit des cellules embryonnaires humaines, si vous voulez, souvent ça n'était pas des cellules totipotentes. En gros, c'est la même chose que c'est les tératomes, si vous voulez. Il y a certainement, on a cultivé des tératomes de souris et aussi des tératomes humains, mais en tant que tel, ça n'est pas une cellule totipotente. Normal. Il est 19h, donc la règle, c'est que c'est un 5 à 7. Donc on va remercier beaucoup Daniel Louvard. C'était vraiment très bien.